Khanawari, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc je suis Mohamed, votre hôte sur le podcast Nawari. Donc Nawari veut dire bienvenue en soninké. Qu'est-ce que le soninké? Le soninké est une langue. Qui dit langue, dit coutume, dit histoire, dit peuple. Et emprunt de cette culture, donc je suis né ici, j'ai grandi en France, nous sommes beaucoup à chercher à en savoir plus du coup sur notre culture, à poser des questions parfois à nos parents, des questions auxquelles ils ne répondent pas, soit parce qu'il y a parfois un peu de pudeur, soit parce que des fois ils ne savent pas. Et pour répondre du coup à ce manque que l'on connaît, j'ai décidé du coup de créer ce podcast dans lequel on va essayer d'en savoir plus sur cette culture en invitant des personnes du coup qui sont issues de cette culture ou pas forcément, mais qui connaissent la culture soninké et qui peuvent nous en apprendre plus. Donc, qui de mieux pour répondre à ces objectifs que d'inviter Monsieur Mohamed Timera, donc, qui est sociologue, professeur et chercheur à l'université. Donc, on l'invite parce qu'il est soninké, mais pas que. On l'invite surtout parce qu'il est sociologue. Donc, il est sociologue et en 1996, il a publié Les soninké d'une histoire à l'autre. Donc c'est un livre qui est basé sur sa thèse de doctorat qui va expliquer le parcours des migrants soninké en France. Comment est-ce qu'ils sont arrivés ici, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés ici et comment est-ce que leur mission entre guillemets a pu changer durant ce temps long. Donc bienvenue Monsieur Timera. Oui, merci. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, et je vous remercie pour cette invitation. Très bien. Donc, comme je disais, en 1996, vous avez publié donc, Les soninké en France, d'une histoire à l'autre. Mais avant de revenir au livre, j'aimerais d'abord commencer par votre parcours, donc à savoir sur votre enfance, votre parcours. On va revenir également sur votre parcours professionnel. Je sais que vous avez été directeur de l'APS, une des premières associations, une des premières grandes associations soninké. Donc on va commencer par l'enfance, le début. Mais avant ça, j'ai quand même une question en fait qui me taraude. C'est votre prénom, Mohamed. Donc Mohamed, très peu commun chez les soninké. Donc généralement c'est des Mamadou, Mamedi, parfois Mohamed. Est-ce que vous savez quelle est l'histoire derrière, en tout cas, Mohamed? Je ne dirais pas que c'est peu commun chez les soninké. Au contraire, je dirais que c'est une des versions soninké du prénom Mohamed. En fait, les soninké disent Mohamed. C'est vrai que tel que c'est transcrit et tel que c'est lu, souvent on dit Mohamed. Ou même mes collègues français disent Mohamed. Ils ont du mal à lire le Ha. Donc il est avalé et beaucoup m'appellent Mohamed, mais Mohamed, c'est une version soninké de Mohamed. Très bien. Voilà. Et du coup, vous êtes le Torora de quelqu'un? Oui, je suis le Torora d'un grand-père qui s'appelait El Hadj Mohamed, parce qu'il avait fait le pèlerinage à la Mecque, et qui fut un grand dignitaire du village de Yafera, d'où est originaire mon père, Mamadou Timera. Très bien. Très bien. Yafera, donc votre père est du village, mais vous, si je comprends bien, vous êtes né à Dakar, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis, on va dire, un soninké du Doudjeri, pour reprendre le terme des Poulards, pour désigner ces enfants en fait, qui sont nés hors du pays soninké ou hors du pays Poula. Je suis effectivement né à Dakar, où mon père s'était installé suite à ses études d'abord dans la région de Bakel, donc à Bakel plus précisément, où il a fait ses études, puis il est devenu instituteur. Il a pris ses fonctions à Dakar, et c'est à Dakar qu'il va fonder sa famille, donc qui va se marier et
où aussi nous allons, nous, ces enfants, voir en fait, le jour. Très bien. Donc, vous grandissez à Dakar, vous faites quelques allers-retours au village, j'imagine, comme tout bon soniqué. Oui, c'est ça. Né à Dakar, mais ayant connu quelques séjours au village, notamment pendant la période de vacances scolaires, et aussi à une période antérieure à la scolarisation. Je suis parti un peu plus longtemps, pendant plusieurs mois, et j'ai le souvenir que j'étais revenu à Dakar et j'avais perdu la langue wolof. Je ne parlais plus le wolof, je parlais en fait que le soninké. D'accord, très bien. Enfin, moi, Et après ça, donc voilà, j'ai eu l'occasion de repartir pendant les vacances scolaires, mais c'était des séjours beaucoup plus brefs, donc qui couvraient peut-être un mois et demi. Et bien plus tard encore, dans le cadre de mes recherches et de mes activités associatives, j'ai aussi eu à faire des séjours au village. Et du coup, en tant que citadin, jeune de Dakar, quel est votre rapport en fait en tant qu'enfant à la langue soninké? Est-ce qu'à la maison on parlait soninké ou vous parliez plus wolof? Comment est-ce que ça se passait? Oui, à la maison on parlait soninké, mais il faut dire que nous les enfants, nous étions plutôt des récepteurs. On entendait ce que les parents disaient, mais on répondait en wolof. Et plus tard avec mon père, on répondait surtout en français. En tout cas, surtout moi me concernant. Et aussi mon frère, la communication sera davantage en français, mais on avait la capacité d'entendre, mais on baignait dans un milieu où le wolof était la langue en fait de communication, à la fois en dehors de la maison, mais aussi à l'intérieur de la maison. Donc on baignait un peu dans un espace, on va dire, plurilingue, d'une certaine manière. Okay. C'est-à-dire, lors de vos recherches, en fait, j'imagine que quand vous avez vu la difficulté de certains jeunes, du coup, à parler français, ça vous a rappelé un petit peu ce que vous viviez, du coup, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça, quelque part, je me disais que la position de ces jeunes rappelait à plusieurs égards ce que nous, on avait vécu, en fait, à Dakar. Donc, être dans une position de groupe minoritaire, locuteur d'une langue qui était minoritaire dans cet espace, avec tous les enjeux d'identification et parfois de volonté de désidentification qui pouvaient surgir. Moi, quelque part, je reconnaissais chez ces enfants parfois une gêne, en tout cas au tout début, quand je travaillais sur ces questions, à parler le soninké en public, en dehors en fait de l'espace familial. C'est peut-être des choses que nous aussi nous avons vécues, d'autant plus qu'au Sénégal, ceux qui ne parlent pas le wolof sont désignés du terme de lakkat. Et le lakkat, c'est la personne qui parle une autre langue que le wolof. Et il y a une dimension, on va dire, légèrement péjorative par rapport au lakkat qui est désigné comme minoritaire par rapport à cette langue. C'est le villageois, un petit peu. Oui, ça renvoie aussi d'une certaine manière à l'espace non urbain. Dire quelqu'un, pour prendre un autre terme, wolof, le kao, c'est lui de l'arrière-pays. Et du coup, donc, enfance, tout le parcours scolaire, collège, lycée, donc tout se passe à Dakar jusqu'à vos études supérieures, c'est ça? Oui, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires et une bonne partie des études universitaires, donc jusqu'au diplôme d'études approfondies à l'époque, et qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle le Master 2. Et en fait, je suis venu en France pour faire une thèse de doctorat. C'est donc en novembre 86 que je suis arrivé en France. Et j'étais au départ dans l'optique de faire une thèse sur l'islam et sur le renouveau de l'islam dans les couches urbaines
au Sénégal. Il faut dire que dans les années 80, c'était un phénomène qui surgissait, à la fois au niveau de l'université, mais dans l'ensemble de la vie sociale, il y avait un engouement des jeunes et aussi de la population en général pour la pratique religieuse musulmane. Et quelque part, j'étais un peu curieux de ce phénomène et le sociologue a voulu, enfin débutant que j'étais, a voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer ce regain, ou en tout cas cette religiosité très forte. Et du coup, donc, au début, votre sujet d'étude, c'est l'islam au Sénégal. Vous avez pour projet de venir en France toujours donc, pour étudier l'islam. Et pourquoi ensuite cette bifurcation en fait, vers l'immigration et les soninké? Oui, il faut dire que l'immigration, et en particulier l'émigration des soninké, quand j'étais au Sénégal, était une question qui aussi me préoccupait, et j'avais même eu l'occasion de lire quelques études. J'ai le souvenir que l'étude de l'ONU sur l'émigration soninké m'avait beaucoup marqué, mais puis bon, après ce n'était plus vraiment au centre de mes préoccupations. Mais arrivé en France, j'ai été en fait accueilli dans un foyer de travailleurs migrants où vivaient des membres de ma famille, des cousins de mon père et aussi mes propres cousins. Et il faut dire que vivant dans le foyer, j'ai découvert un univers qui était assez singulier. Une organisation sociale, je dirais un mode de vie qui pour moi était tout à fait étranger. Et dès le départ, j'ai eu une très forte curiosité par rapport à ce mode de vie que j'ai découvert et dans lequel j'étais aussi plus ou moins sommé de m'intégrer. J'avais des hôtes, c'était mes parents, qui avaient leur vision du monde, leur vision de la migration, qui avaient une organisation sociale et qui, m'accueillant, me demandaient aussi de me plier aux règles de cette vie communautaire. Il faut dire que je l'ai fait sans grande difficulté. J'étais plutôt, on va dire, ouvert à cette perspective. Je n'ai pas eu de réticence très très forte, même si sur bien des aspects, il pouvait y avoir des contradictions, des divergences. Il y a des choses que je n'acceptais pas. Mais quand même, j'ai trouvé le moyen, plus ou moins diplomatique, de ne pas aller dans ce sens. Mais les règles de vie communautaire, par exemple, participer à la préparation de la popote commune, les week-ends, je me suis plié sans aucune difficulté. Je n'avais jamais fait la cuisine, je ne savais pas ce que c'était de préparer un repas. Et donc, quand du jour au lendemain, on me demande de préparer pour, je ne sais pas moi, une centaine de personnes, ou autre, c'était quand même, j'ai dit, mais je veux bien, mais je ne sais pas. Et ils m'ont dit, non, non, vous en faites pas, tu t'en fais pas, on te mettra avec quelqu'un qui va t'apprendre à faire la cuisine. Et c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça aussi que je me suis fondu, en fait, tant bien que mal, hein, parce que j'avais des difficultés au niveau de la langue. Comme je dis, j'entendais, mais j'avais du mal aussi à parler. Et il faut dire même que c'est en France que j'ai vraiment appris à parler le soninké et à maîtriser en fait cette langue. Un retour aux sources, mais à l'étranger, quoi. Oui, c'est ce que dira d'ailleurs ma mère quand elle me verra revenir au Sénégal et parler soninké. Je me demande si j'ai envoyé mon fils en France ou au village. Parce qu'il revient et il parle en fait le soninké. D'accord, très bien. Donc,
quand vous venez, vous allez au foyer, euh, comment ça se passe au niveau des études en fait? Est-ce que c'est pas compliqué, enfin je sais pas, pour les révisions C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Le foyer n'est pas approprié pour mener des études. Je dormais dans une chambre qui était occupée par un oncle paternel et un autre membre du village. Et j'avais un matelas qui était mis par terre et je dormais sur ce matelas. Et c'était quand même des travailleurs, comment dirais-je, ouvriers qui partaient tôt au travail, donc qui se couchaient tôt. Et moi, je ne pouvais pas rester la lumière allumée pour travailler en fait dans la chambre. Et je me rappelle que je me mettais dans le couloir qui desservait le coin salle de bain et puis toilette. Et c'est là où je pouvais continuer à lire, par exemple. Donc c'était plutôt une situation qui ne se prêtait pas au travail, on va dire, scolaire ou universitaire, quoi. Il fallait tout faire à la bibliothèque et rentrer à la maison pour regarder la télé, discuter avec les parents, les résidents du foyer, les jeunes, bien au-delà de la famille que j'ai connue dans cet endroit. Et en fait, où j'ai appris aussi énormément de choses. J'étais curieux de ce monde. Et donc, j'étais tout le temps, sans pour autant que ce soit mon sujet d'étude, en investigation, en questionnement. Ce qui fait qu'à un certain moment, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui empêche de changer de sujet? Tellement que j'étais pris en fait dans ce questionnement, ça m'a progressivement amené, aussi pour des raisons pratiques, parce que mes recherches supposaient que je retourne au Sénégal, faire des enquêtes, revenir. Je n'avais pas de bourse, je n'avais pas de ressources, je n'avais pas de moyens. Là, j'avais un terrain de recherche et d'études qui était à proximité, dans lequel je baignais et qui, de surcroît, m'intéressait et m'apportait beaucoup de choses. Donc, progressivement, j'ai changé de sujet. J'ai négocié avec mon directeur de thèse le changement, en fait, de sujet, d'autant plus que cette problématique religieuse de l'islam était aussi présente dans la migration. Et plus tard, c'est ce qui va se révéler très très clairement. J'ai travaillé certes sur la migration, mais j'ai resté toujours attentif, toujours en alerte par rapport à cette problématique de l'islam, de la religion, que ce soit en contexte migratoire, en contexte de minorité, mais aussi en contexte du pays d'origine, quoi. Okay. Et donc toujours pour rester sur le foyer, donc malgré les conditions difficiles dans lesquelles vous vivez, le foyer dans lequel vous étiez dans quel foyer déjà? J'étais dans le foyer Marc Seguin, dans le 18e arrondissement. Très bien. Donc le foyer dans lequel vous arrivez, c'est déjà, comment dire, c'est le cadre de vie est meilleur que celui dans lequel les anciens vivaient. Parce que si je comprends bien, ils ont commencé dans les caves, puis dans des foyers, entre guillemets, sans sociabilité. Et ensuite, ils se sont... Enfin, sans sociabilité, c'est-à-dire que comment dire, on leur demandait, en fait, on éparpillait plus ou moins les gens dans tel et tel foyer sans prendre en compte les endroits desquels ils venaient, les villages desquels ils venaient. Et du coup, les gens se sont battus, en fait, pour leur foyer, se sont battus pour pouvoir vivre ensemble, toujours, et aussi pour avoir aussi leur mode de vie, pour préserver plus ou moins leur mode de vie, donc avoir des mosquées, pouvoir manger halal. Donc, oui, tout voilà. à fait. Donc, il y a quand même eu une réappropriation, comment dire,
de cet espace que Exactement. constitue C'est le ça. foyer. Vous avez raison, c'était une conquête. Et moi, quand je suis arrivé en novembre 86, le foyer était, on va dire, aux couleurs soniques. Il fonctionnait selon un mode de vie, selon un mode d'organisation qui était largement le fait des résidents. Donc c'était vraiment un espace approprié, un espace redéfini, avec des normes qui étaient celles qu'eux-mêmes avaient voulu instituer. C'était un foyer à l'époque qui était relativement confortable, hein. Il était propre, il était assez récent. Ça tranchait avec d'autres foyers que je connaissais où les conditions de vie ou les conditions de salubrité étaient peut-être moindres. Là, on avait un espace qui n'était pas du tout dégradé. Et je dirais même que en termes de surpopulation, c'était encore relatif. C'était relatif, il y avait une surpopulation, d'autant plus que moi-même, je dormais sur un matelas par terre, allongé au sol. Donc voilà, il y a une légère surpopulation que j'ai vue en fait s'amplifier au fil des années. Parce que de plus en plus de migrants arrivaient et les places n'étaient pas comment dirais-je, plus nombreuses. Donc la pression sur les foyers, l'occupation va en fait aller en s'accroissant, quoi. Maintenant, comme je l'ai dit, vivre dans le foyer, c'était une difficulté, même si j'apprenais beaucoup de choses, même si j'y trouvais un espace chaleureux, convivial. J'ai beaucoup d'amis, de connaissances. Je me suis impliqué aussi dans la vie du foyer. Je donnais des cours d'alphabétisation. C'était déjà une expérience que j'avais depuis le Sénégal. Je donnais des cours d'alphabétisation à des ouvriers, à des bonnes qui venaient travailler à Dakar, dans l'école de mon père, qui était directeur d'école. Donc les soirs, des fois, on donnait des cours d'alphabétisation. Et donc, j'étais beaucoup sollicité pour lire des lettres et écrire des lettres. Et il m'arrivait à des moments où j'en écrivais, mais énormément, surtout quand il y avait un départ vers le Sénégal. Donc chacun écrivait une lettre qui était remise à la personne qui partait, avec de l'argent souvent aussi. Puis un jour, j'ai dit, j'en ai marre d'écrire des lettres pour vous. Je vais organiser des cours d'alphabétisation. Et ceux qui ne viennent pas aux cours d'alphabétisation, qu'ils ne comptent pas sur moi pour leur écrire des lettres. Donc, on a pu avoir une salle dans le foyer et on a organisé des cours d'alphabétisation qui étaient vraiment suivis, surtout par les jeunes. Et c'est aussi une activité dans laquelle je m'épanouissais d'une certaine manière. Ces cours d'alphabétisation, c'était un espace très chaleureux. Certains étaient même beaucoup plus assidus. J'ai le souvenir d'un très bon copain qui est toujours ici en France, qui lui voulait même des cours particuliers. Et c'est vrai qu'il était tellement assidu que après il était devenu un très bon lecteur. Il parlait le français, il pouvait lire parce qu'il en avait aussi besoin d'un point de vue professionnel, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'alphabétisation, je sais qu'il y en a, il y a eu pas mal d'hommes, en tout cas, qui avaient essayé comment dire, du coup, d'améliorer non seulement leur compréhension du français, mais d'essayer de s'insérer, entre guillemets, un peu mieux en passant le permis. Et même ça, en fait, ça a posé problème, Tout à visiblement. fait. Donc, dans votre livre, vous reprenez l'histoire de ces jeunes qui vont en cours d'alphabétisation le soir, parce que normalement, le dîner, donc on dîne tous ensemble. Et les anciens, en fait, refusaient de garder leur part, en Leur fait, part, oui. parce qu'ils allaient en cours. Et du coup, la vision, c'était quoi? C'était
comment dire, il perd son temps ou Oui, je pense il perd son temps et puis il prend une voie qui n'est pas la voie tracée par le groupe. mhm, On est là pour travailler, gagner de l'argent et retourner au pays. Il n'y a pas à essayer de chercher une meilleure insertion autre que l'accès à l'emploi et le gain obtenu avec le salaire. Je pense qu'à l'époque, c'était quelque chose qui était vu comme une sorte de, ouais, la subordination. voilà, de insubordination ou de sortie en fait du sentier tracé. C'est-à-dire essayer de passer le permis de conduire, c'était même vu comme quelque chose qui relevait en fait d'autre chose que de projets migratoires. Si on le dit aujourd'hui, ça peut paraître surprenant. Oui. Déjà, beaucoup arrivent, sont déjà détenteurs d'un permis de conduire, mais à l'époque, qui n'est pas vraiment celle que j'ai vécue, mais ce sont des histoires qui étaient racontées par mes enquêtés, qui eux étaient là au début des années 60, au milieu des années 60, et qui ont eu beaucoup de difficultés à emprunter ces chemins qui sortaient un peu de la ligne tracée. Puisqu'on a eu cette difficulté donc pour l'alphabétisation, pour le permis, et pour les femmes, ça a été encore une autre histoire, du coup, pour ramener, parce qu'il y a les premiers qui ont décidé, du coup, de vivre, enfin, de ramener leurs femmes pour vivre avec elles ici et fonder des familles. Donc là, ça a été aussi un autre problème qui a été très mal vu aussi Oui, oui, par les anciens. oui, oui, tout à fait. En fait, quelque part, et c'est un peu peut-être une notion qui va être souvent euh, utilisée quand on travaille sur les migrations, c'est la notion de projet migratoire et de projet migratoire collectif, c'est-à-dire une sorte de vision de ce qui signifie et de ce qui fait notre présence ici, avec des buts qui sont plus ou moins partagés, comme une sorte d'économie morale en fait de la migration. Et donc moi j'ai raisonné un peu en termes de projet migratoire. Et ce projet migratoire, il se transforme, il se modifie avec le temps, mais aussi avec le changement des situations, le changement des politiques, le changement en fait de génération. Donc au départ, des gens qui sont là avec une vision assez restrictive de la migration, comme déjà pensé comme quelque chose de provisoire, qui est l'affaire d'hommes seuls qui doivent repartir ensuite dans le pays, retourner dans le pays d'origine. Donc du coup, quand certains, lorsque le groupe se situe au cœur de cette vision, font venir leurs épouses, ben, ça rompt avec le projet d'une certaine manière. Et ces arrivées n'étaient jamais justifiées par le désir de s'installer. C'était souvent, quand j'ai regardé autour de moi, ce qui était vu comme les pionniers du regroupement familial, beaucoup avaient fait venir leurs épouses pour des raisons de santé. D'accord. Une épouse malade qui venait en France pour se faire soigner, mais qui, une fois guérie, ne repartait pas. Et tout. Mais il faut dire que quelque part, il y avait aussi une situation anormale, c'est-à-dire que des époux vivent séparés. Et ces pionniers ont montré d'une certaine manière que c'était possible. Ont ouvert en fait d'une certaine manière la voie en fait à cette arrivée des femmes
en France, a la possibilité de sortir du foyer et d'aller vivre en fait dans la ville, en dehors du foyer. Alors que jusqu'ici, le projet, c'était ça. On va au foyer, on rejoint en fait le groupe, on rejoint la communauté, et le foyer est un foyer de travailleurs qui n'accueille pas les familles. Voilà. Donc, amener sa femme, c'est s'installer en dehors du foyer. J'imagine qu'il y avait aussi des craintes que s'installant hors du foyer, ces gens ne s'éloignent du groupe, ne s'éloignent de la communauté. Ce qui du reste n'a jamais été vraiment vérifié. Les gens, même en dehors du foyer, continuaient, et ce sera mon cas, de garder des relations très très étroites, très très fortes avec le foyer, parce que le foyer n'est pas qu'un lieu, c'est ce sont des relations sociales. Exactement. Et donc, on ne va pas au foyer pour le foyer, on va au foyer pour les gens avec qui on s'est lié et qui constituent des raisons, en fait, de cette fréquentation, d'une certaine manière. Parce que le foyer, ça reste le centre névralgique du monde soniqué jusqu'à présent, quand il y a des baptêmes, des décès. C'est toujours là-bas que oui, tout tout à fait, tout à fait. Et c'est peut-être une des particularités de cette migration par rapport à d'autres migrations, d'avoir pu créer au fil du temps un centre de la vie sociale, de la vie communautaire, qui a pu être possible en fait grâce à ce foyer. Donc qui reste un peu une sorte de de matrice forte, même si les gens ne sont plus au foyer. Ben, c'est au foyer qu'il faut venir pour s'informer, pour apprendre des nouvelles en fait de la vie du village. C'est aussi le foyer qui abrite les activités collectives du village, les réunions villageoises. C'est le foyer qui constitue l'espace de célébration d'un certain nombre d'événements, que ce soit des décès, voilà, d'autres activités, quoi. Et donc, on est toujours sur le foyer. Donc, du coup, dans votre projet d'études, donc au début, on était sur donc on est des hommes célibataires. Des hommes célibataires qui avaient des problèmes d'insertion divers et qui arrivaient au final, parce que vous parlez d'intégration marginale, qui au final se sont intégrés uniquement par le travail. C'était le seul lien avec le monde extérieur pour ces hommes-là. Ensuite, il y a eu les femmes et les enfants. Et du coup, c'est les femmes et les enfants, en fait, vu que les femmes restaient à la maison, pour la majorité, avec les enfants, dans la cité, on va dire. Donc, ça a ouvert une autre porte, en fait, vers l'extérieur, avec, avec l'école, avec les différents organismes sociaux. Et c'est posé aussi, du coup, la question, du coup, pour ces personnes qui, à la base, ne devaient être là qu'un certain temps, la question de la transmission. Et cette question de la transmission, donc ça a été, dans un premier temps, la langue, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi et surtout l'islam. Donc, comment est-ce que vous... Parce que je sais qu'à l'APS, vous avez été directeur de l'APS aussi, donc Association de la promotion du Soninké. Donc là-bas, c'était beaucoup un travail d'insertion, du coup, à l'APS. Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme j'ai dit, la vie du foyer a quelque chose d'exotique. Tellement exotique, même pour moi, c'était exotique. Pourtant, Soninké à sa façon, avec les écarts dont je vous ai parlé, l'origine urbaine. Voilà, c'était un monde exotique et qui avait suscité un certain nombre de travaux. Des chercheurs s'étaient intéressés à la vie en foyer. Michel Samuel, parmi
des précurseurs, Catherine Kiminal, qui, quand j'arrivais en France, était aussi très en vue sur ces travaux, et en particulier sur les relations que les associations villageoises des foyers entretenaient avec les pays d'origine, et toute cette dynamique-là faisait l'objet de pas mal d'intérêt au niveau des chercheurs qui travaillaient sur les migrations. Mais moi, j'avoue que ce qui a été peut-être davantage plus exotique et surprenant, c'est de voir dans les cités, dans les quartiers, l'existence en fait de familles africaines, plus généralement et plus souvent en fait de familles soninké, confrontées à cette insertion urbaine, c'est-à-dire cette entrée dans la ville. Ça m'a tout de suite paru être quelque chose qui était vraiment un phénomène nouveau, un phénomène émergent, peut-être qu'on n'a pas vu venir, puisque on restait un peu sur le projet migratoire dominant, homme seul, vivant en foyer, alors que derrière tout cela, une installation des familles, une féminisation de la migration, l'apparition, surtout aussi cet aspect, de ce qu'on appelait une seconde génération, c'est-à-dire de Soninké nés et grandissant en fait en France. Donc cet univers-là, ce monde-là, pour moi, c'était quelque chose de surprenant, et je me suis tout de suite orienté en fait vers la compréhension des logiques et des dynamiques qui encadraient cette entrée dans la ville. J'ai dit entrer dans la ville parce que pour une bonne part, ce sont des populations rurales, même les femmes venues du monde rural. Donc la migration vers la France était aussi une urbanisation, une citadinisation, même si ce n'était pas dans leur propre pays. Mais on a en fait toutes les logiques urbaines, quoi, de ce qu'on appelle l'exode rural qui vient s'installer dans la ville, mais aussi dans un univers qui est l'univers français, les institutions françaises, un monde dans lequel il constituait un groupe minoritaire et qui devait trouver en fait sa place. Et les femmes vont jouer un rôle mais considérable parce qu'elles étaient au centre. Quelque part, ce sont les femmes, comme j'ai dit, si je m'appelle bien dans le livre, et les habitants qui sont les premiers habitants de la cité. Les hommes partent au travail, les femmes sont là. C'est elles qui sont en contact avec les institutions de la protection maternelle et infantile, de la PMI, c'est elles qui sont en contact avec l'école, c'est elles qui accompagnent les enfants, voilà, c'est elles qui sont en contact avec le voisinage, qui était à la fois un voisinage non soninké, mais aussi le voisinage soninké, alors que les hommes gardaient un autre cap. Même en ayant fait le regroupement familial, c'est-à-dire le centre de gravité, c'est le foyer. Et la perspective, c'était beaucoup le village d'origine et tout. Les femmes étaient quelque part confrontées à comment faire face à une vie ici et maintenant de façon concrète. Les hommes aussi étaient confrontés, mais je pense les femmes plus directement. Plus directement, parce que bon, on va dire, il y a les enfants. Après, les papas, il y avait aussi la perspective aussi de repartir et de se remarier aussi. Il y avait aussi cela aussi. Parfois, il y avait aussi les responsabilités qu'il y avait là-bas. Parce que si on est l'aîné, à un moment donné, on nous attend peut-être là-bas. Donc ça peut expliquer que c'était peut-être un peu plus compliqué pour eux de s'insérer en fait et de vraiment se sentir
être d'ici malgré les enfants. Oui, tout à fait. C'était compliqué, d'autant plus qu'eux-mêmes constituaient une minorité dans la migration. C'est-à-dire ceux qui faisaient venir leur famille étaient minoritaires dans le groupe. Donc leur projet migratoire, donc de sédentarisation plus ou moins affirmée, en tout cas de vie familiale, tranchait avec ce que vivait l'ensemble ou la plus grande partie de la communauté. Moi, j'ai le souvenir, dans ces périodes où la question du logement des familles africaines était devenue une question cruciale, où il y a eu des occupations par les familles africaines de certains lieux à Paris, que ce soit la place de la Réunion, je crois que c'est dans le 11e arrondissement, l'esplanade de Vincennes, où aussi il y a eu une occupation durable de familles africaines, parce que tellement les difficultés d'accéder au logement étaient criantes, d'une certaine manière. Le mal logement des familles était indicible et faisait suite au mal logement qu'avaient connu les hommes dans les habitats insalubres. Et j'ai le souvenir, sur l'esplanade de Vincennes, d'un homme soninké disant à ses femmes et ses enfants sur l'esplanade, mais qu'est-ce qu'il leur a dit de faire venir ici leurs épouses? D'accord. Quelque part, il leur... C'est votre faute. Voilà, c'était de leur faute. Voilà. Nous, on n'est pas là pour s'installer, quoi. Eux, quelque part, ils ont transgressé d'une certaine manière le projet migratoire, et donc ils doivent assumer. C'est un peu violent, mais c'est un peu ça, quoi. Qui leur a dit de faire venir leurs épouses et leurs enfants? Voilà. Et du coup, donc les enfants, les femmes. Pour les enfants, du coup, pour les garçons, les garçons, donc on a des problèmes, enfin pour tous les enfants d'ailleurs, on a des problèmes au niveau de l'école, au niveau de la scolarité, parce que, comme vous dites, donc, il y avait un projet migratoire, mais il n'y avait pas de projet scolaire. Et du coup, ceux qui vont plus ou moins réussir à s'en sortir, ça va être ceux qui viennent déjà de familles lettrées, parce qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais chez les Soninké, donc il y a ce système de castes. Et du coup, on a les castes maraboutiques. Maraboutique, c'est marabout dans le sens où on connaît le Coran, nous sommes les dépositaires, entre guillemets, de la religion. Et du coup, ces familles-là, il y en avait qui étaient déjà lettrées en arabe. Donc, quand ces personnes-là sont venues, ont eu des enfants. Donc, ils avaient déjà le sens de ce que c'est que d'apprendre. Et du coup, il y en a qui ont pu s'en sortir de cette manière. Mais il y a eu beaucoup de difficultés, des difficultés qu'on a toujours d'ailleurs aujourd'hui au niveau de la scolarité. Et les filles s'en sortaient mieux. Déjà à l'époque, et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc, oui. Qu'est-ce qui explique cela en fait? Qu'est-ce qui expliquait Oui, il faut dire que très tôt, donc, ces familles vont être mises à l'index. Je veux dire que dans les années 90, la question des familles africaines est une question d'actualité, avec tout un autre ensemble de stigmates, la polygamie, plus tard aussi l'excision. Il y a eu une sorte de focalisation et de construction du problème des familles africaines qui était un peu dans le radar, quoi, de beaucoup d'institutions scolaires, les bailleurs sociaux, ou en fait les municipalités, même les services de santé. Il y a eu en tout cas, et ce qui était un peu au centre aussi, là, c'était les femmes. Hein. Et c'est vrai que très tôt aussi, elles vont s'organiser. De mouvements associatifs des femmes africaines qui étaient des mamans,
et des épouses est un mouvement en fait très très fort qui va se positionner assez vite comme un interlocuteur de ces institutions à différents niveaux. Et dans ce mouvement, on va voir émerger progressivement en fait des figures féminines importantes qui vont accompagner, qui vont essayer de porter en fait cette cause, qui vont se battre en fait pour sortir de cette marginalisation qui était un peu le lot de la plupart de ces familles. Évidemment, si on tient compte des difficultés de logement dont on a parlé, par exemple, il va de soi que ça va avoir des répercussions au niveau de la scolarité des enfants, au niveau de leur santé. C'est en fait des éléments qui sont indéniables, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles vivaient ces familles, les conditions dans lesquelles elles étaient insérées, mais on va dire plutôt marginalisées, ne pouvaient qu'annoncer des parcours un peu chaotiques en tant que tels. Et des associations comme l'APS, que je vais découvrir très tôt d'ailleurs, depuis mes études, ma période de recherche pour la thèse, vont progressivement s'impliquer dans cet accompagnement de ces familles. Initialement, le projet de l'APS n'était pas ça. D'accord. Le projet de l'APS était un projet centré sur la langue et la culture soninké. D'où le nom. D'où le nom d'ailleurs, comme le nom l'indique, Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Son projet n'était pas un projet, on va dire, social, d'activité sociale. C'était des militants de la langue soninké qui militaient pour la transcription de cette langue, pour l'alphabétisation dans cette langue. En somme, apprendre à soninké, au soninké, à lire et à écrire en fait leur langue. Et ils ont eu aussi ce projet pour les enfants de soninké nés en France. Mais j'ai eu l'impression que le projet le plus, comment dirais-je, pressant pour les parents, non pas qu'ils s'opposaient à ce que leurs enfants apprennent le soninké, mais c'était l'accompagnement scolaire et le rapport à l'islam. D'accord. Même au sein de l'APS, du coup. Non, au niveau des familles. D'accord, au niveau des familles. Et l'APS va justement être traversée par un débat à un moment donné. Est-ce qu'on doit faire du social ou est-ce qu'on continue sur notre ligne qui est la promotion de la langue et de la culture soninké? Certains sont même allés jusqu'à dire que nous ne sommes pas des assistantes sociales. Nous ne sommes pas là pour faire du travail social. Nous sommes des militants de la langue et de la culture soninké. Donc, il y a eu un clivage à un moment donné qui s'est soldé, je veux dire, par une position de compromis. C'est-à-dire, pour faire la promotion de la langue et de la culture soninké, il faudrait avoir un minimum d'insertion sociale. Je pense que diplomatiquement, c'était un peu le consensus qui a été trouvé. Mais une grande crainte des parents, c'était ça, les difficultés que rencontraient les enfants à l'école, des redoublements qui commençaient de façon précoce et qui prenaient de cours des parents qui eux-mêmes souvent n'avaient pas été scolarisés, ne maîtrisaient pas les codes de l'école et qui avaient
avaient peur que leurs enfants échouent. Donc, ils sont tournés aussi vers l'APS pour ça. Et une autre demande, c'était apprendre à lire l'arabe pour qu'ils puissent lire les versets du Coran. Parce que quelque part, on sentait une grande crainte que ces enfants-là, nés en France, ne puissent un jour s'écarter de la religion musulmane. Et dans un espace où, justement, l'islam aussi est une religion minoritaire et n'avait pas encore une grande visibilité et une grande place dans la société. Et d'ailleurs, toujours en parlant de l'islam, du coup, à un moment dans votre livre, vous parlez de... Là, on parle encore des pères célibataires lorsqu'ils s'identifiaient. Donc, il y avait une certaine honte de soi, du coup, dont vous parlez, et qui était liée justement au fait d'être soninké. Par exemple, tout ce qui était plus ou moins rétrograde, ou même le système de caste qu'ils dénonçaient, mais qu'ils n'osaient pas forcément remettre en cause. Donc tout ça, ça faisait partie de tout ce qui était, entre guillemets honteux. Et du coup, ça, on le reléguait au fait d'être soninké. Par contre, tout ce qui était sentiment de fierté, donc là, c'était plutôt du côté de l'islam. Donc là, on était vraiment fiers de se dire musulman. Parce qu'aussi, il y avait, comme vous le dites, une légitimité, en fait, à l'islam, parce que le musulman, entre guillemets, on sait ce que c'est une des grandes religions, alors que soninké, Afrique, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, en termes d'image, l'Afrique, c'est pas sexy, entre guillemets, on va dire. Donc ça, cette honte de soi, on a chez les parents, mais ensuite on l'a aussi chez les enfants, du coup, par rapport justement au fait de parler, c'était par rapport à la langue, l'exemple qui était donné. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ce sentiment de honte que les parents ont vécu et que les enfants aussi vont vivre? Oui, j'avoue que je n'avais jamais réfléchi à ce lien. En fait, j'ai pas utilisé le terme honte de soi pour les parents, mais plutôt que quand ils affichaient une identité négative ou quand ils parlaient de manière négative de leur identité. Ce qu'ils mettaient en avant, c'est le fait d'être soninké, africain noir, c'est-à-dire les tares qu'ils pouvaient voir dans le groupe et dans la communauté étaient associés au soninkaro. C'est des affaires de soninké, soninkaro et tout. Mais par contre, en aucune manière, l'appartenance religieuse musulmane ne pouvait souffrir en fait d'une vision négative. D'accord. Au contraire, c'était une source de noblesse sociale, si je puis dire, en fait, de glorification. Sans conteste, d'une certaine manière. Donc, vision négative de soi, parce que c'est des affaires de soninké, c'est des affaires d'Africains, c'est des affaires même de Noirs. Soninkaru, Fatam Binnaru, Soninkaru, voilà. C'est pour critiquer quelque chose qui ne va pas, en fait, dans la communauté. On l'associe, en fait, à ça. Mais par contre, il y avait une vision, c'est comme je le dis, une de mes préoccupations et de mes attentions, c'est quand même le rapport à l'islam. Donc, pour se définir vraiment en bien et de façon très valorisée, l'islam occupait une place, en fait, une place importante en tant que telle. Par contre, chez les enfants, j'ai utilisé le terme de honte de soi, qui d'ailleurs me vaudra, j'ai le souvenir d'un débat, je crois que c'était à la Villette, d'une diatribe très forte de Maliens,
soninké qui disaient « Mais quand vous pouvez parler de honte de soi ?» qui était choqué que j'utilise ce terme, qui lui paraissait un peu trop fort. Heureusement, il y a une jeune fille soninké qui était dans la salle, qui est venue à mon secours, qui a dit bon, je ne dirais pas honte de soi, parce que je crois que c'est un peu trop fort, mais il y a quand même une gêne pour nous, enfants nés en France, à affirmer, à afficher notre identité soninké. C'est quelque chose avec laquelle voilà, on n'est pas dans l'ostentation en tant que telle. Ben, évidemment, honte de soi, c'est une notion sociologique, bien sûr, quoi. bien sûr. C'est un terme sociologique. Donc, lui, il l'avait pris vraiment. Exactement. D'autant plus que, comme j'ai dit, c'est quelque chose que nous-mêmes, enfants soninké, nés à Dakar, vivant au milieu de nos camarades Wolof et tout, on pouvait éprouver. Quand nos parents nous parlaient soninké devant nos copains, nos camarades, et qui se moquaient de nous en imitant le parler soninké. Voilà, donc c'était pas pour moi quelque chose d'étonnant. Les enfants ne veulent pas être distingués. Ils veulent voilà, se fondre. Ils sont nés en France avec d'autres enfants. Ils veulent se fondre en fait dans cette masse-là, et les distinguer de cette façon était problématique. Et c'était vraiment au cœur de l'action de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké. Comment à la fois distinguer, leur donner les ressources et les outils pour pouvoir se distinguer positivement, tout en étant fiers, en fait, d'une certaine manière, de ses origines, de ses appartenances, mais dont eux-mêmes pressentaient qu'elles pouvaient aussi être source de stigmatisation. Donc les enfants étaient pris dans ce... ils vivaient des choses dans leur famille. Ils voyaient bien, en fait, la différence entre l'espace familial, domestique, et la société majoritaire. Entre l'espace familial et ce qui se passait à l'école. Et j'ai le souvenir d'avoir, dans le cadre des activités de l'association, organisé un certain nombre d'activités qui tournaient autour de cette mise en évidence de la diversité culturelle, pour prendre des termes un peu bateaux, qui existait en fait dans la société française et dans l'univers de ces enfants. Et à l'école, un jour, j'avais travaillé sur le plurilinguisme. Et donc, j'avais demandé aux enfants quels sont ceux chez qui on parle une autre langue que le français. À mes souvenirs, il y a une jeune fille, une petite fille qui avait dit que chez elle, sa grand-mère parlait l'espagnol. Et une autre qui a dit qu'on parlait, je crois que le créole. Petite fille, je pense certainement aux origines ultramarines, quoi, antillaises et tout. On parlait le créole. Mais les enfants soninké, qui étaient presque la majorité dans la classe, se sont murés en fait dans le silence. J'ai dit, tiens, là, il y a quelque chose. Je n'ai pas voulu aller les chercher. Et c'est à la récréation que tous ces enfants sont venus vers moi en me disant, Mohamed, chez moi, on parle de soninké, en Koubaré. Je dis, ah bon, ouais, mais pourquoi tout à l'heure, vous n'avez pas voulu prendre la parole et tout, dire que chez vous, on parle une autre langue qui est de soninké? Et elles se sont dispersées dans la cour, voilà, ils n'ont pas répondu. Mais ils m'ont répondu aussi à leur
façon. Manière, ouais. On en est conscient, mais on ne sait pas comment avancer sur cette chose-là. Et donc voilà, c'est comment, au niveau de cette association de l'APS, et aussi de beaucoup travailler sur ce qu'on appelait à l'époque la double culture, promouvoir en fait cette double culture, mais qui n'était pas toujours si bien vue par la société majoritaire. Il y avait beaucoup d'ambivalence, quoi, en tant que tel. Ouais. D'autant En fait, plus que le modèle d'intégration, c'est un modèle voilà, assimilatoire. en tout cas, qui penchait tantôt vers un pôle en telle et diversité, tantôt vers un pôle où on affiche les diversités. Donc, je pense que c'est des positions contradictoires au sein de la société qui peut-être aujourd'hui encore existent. C'est même certain. Il faut avoir le point de vue de... on est chez nous en France, hein, c'est la culture française, même si on ne sait pas ce que c'est tellement la culture française. Et d'autres qui disent, bon, voilà, il faut promouvoir toute cette richesse, toute cette diversité qui est propre, en fait, à la société. Donc, c'était en fait un travail assez long, mais qui, quelque part, a eu un résultat à la fin de l'année. Les enfants africains, et surtout soniqués, avaient organisé une grande exposition où ils avaient en fait apporté des objets de leur vie quotidienne, des pilons, kharkhamé, les boubous de leur maman, de l'encens et des encensoirs. Et ils étaient là, ils expliquaient à leurs camarades voilà, quels étaient l'usage de ces différents objets, quoi. Donc, quelque part, ils ont senti que dans l'école, dans les sciences scolaires, ces choses ont droit de citer. Donc, on peut les afficher, on peut... les revendiquer. Voilà, on peut les revendiquer d'une certaine manière, on peut les montrer. Mais cette ambivalence-là, comment dirais-je, les accompagnera jusqu'à l'adolescence. Et tout, je veux dire, il y a eu des périodes où ces périodes-là parlaient à des jeunes ou à ces enfants soniqués dans le métro et tout. Sentaient qu'ils étaient gênés qu'on leur parle soniqué dans le métro. Mais petit à petit, au contraire, on va entendre des enfants parler soniqué dans le métro entre eux pour dire des choses qu'ils ne veulent pas que ce soit entendu par l'entourage. Donc, ça relève à la fois de la maturation, on va dire, biographique, tout simplement, ils grandissent, et puis, mais aussi de ces actions multiformes et de ces transformations qui font que petit à petit, ça fait partie du décor d'une certaine manière et ça peut être affiché sans crainte, quoi. Et aujourd'hui, avec... vous n'avez pas fait d'études ensuite sur les soniqués après, mais est-ce qu'il y a... en tant que sociologue, même sans sans études approfondies, est-ce que vous pouvez faire un constat entre guillemets sur l'immigration soninké, enfin ses réussites et ses échecs, pardon? Oui, je dirais que bon, maintenant on est sur la troisième génération, voire peut-être même une quatrième qui pointe. Je crois que globalement, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que
ce ne sera jamais un long fleuve tranquille. Ce sera toujours un processus très contradictoire, très heurté, et que la société française, à certains moments de son histoire, selon les conjonctures, pourra se crisper et réafficher ou réaffirmer de façon très forte son refus de ce qu'elle peut considérer comme une diversité dérangeante, diversité qui peut prendre des figures multiples et variées. Ça a pu être les familles africaines dont on a pu dire qu'elles étaient un concentré d'altérité et de différences par rapport à la société française. Ça peut être aujourd'hui l'islam, dont on peut dire que c'est aux antipodes. Voilà, je pense que ce sera toujours quelque chose de conflictuel, de contradictoire, et que c'est comme ça qu'il faut voir, en fait, comment dirais-je, pour prendre un grand terme, l'intégration sociale. Elle ne sera jamais harmonieuse et sans conflit, mais au contraire, c'est l'objet de lutte. C'est toujours, en fait, des conquêtes avec des reculs, des avancées selon les périodes, des affichages, des visibilisations très fortes de certains groupes, leur stigmatisation à certains moments, puis passage à d'autres. Mais en tout cas, cette dynamique contradictoire et conflictuelle, il me semble qu'il faut faire avec. Et c'est comme ça que la société pourra en fait, continuer d'exister en tant que telle, quoi. Bien. J'ai une autre question concernant votre livre, donc, qui n'est plus disponible en version physique. Il est disponible en version e-book. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une réédition est-ce qu'il y a possibilité de voir avec votre éditeur une réédition prochaine de ce livre qui est un livre exceptionnel, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a parfois une forme de pudeur, en fait, chez nos parents qui fait qu'ils ne nous parlent pas de leur histoire. Et votre livre, en fait, ça reprend l'histoire, en fait, de nos pères et mères en France, en fait, et une partie aussi des histoires des enfants. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, ou ce qu'on a pu vivre, d'autres l'ont vécu avant. Et du coup, c'est pour ça que ce livre, je pense que toute famille soninké ou tout jeune soninké qui a envie d'en savoir un peu plus sur les soninké devrait l'avoir. Et du coup, une réédition, je pense, peut-être avec un petit peu de rafraîchissement par rapport à au constat que vous avez fait, je pense que ça ferait du bien. Oui, oui, tout à fait. Je crois que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon éditeur. Je lui avais demandé de rééditer le livre, en lui disant que je suis sûr qu'il pourrait bien le vendre, parce que quand il sortait, beaucoup de ces jeunes qui aujourd'hui sont des parents eux-mêmes étaient encore des enfants. Et aujourd'hui, quand ils font des recherches sur Internet, sur les soninké, très souvent, ils tombent sur le livre. Et souvent, comme ça a été le cas avec vous, ils m'interpellent, ils me demandent s'ils peuvent avoir le livre, si j'ai encore des exemplaires. Évidemment, l'éditeur avait dit oui, on peut l'envisager, mais peut-être qu'il faudrait une certaine mise à jour et tout. Bon, ce serait très bien si un jeune chercheur prenait un peu le relais et essayait de reprendre en fait cette histoire-là où peut-être je me suis arrêté pour essayer de regarder
un peu ses prolongements, à savoir qu'est-ce que être grand-père, soninké ici en France, et aussi qu'est-ce que être père soninké quand on est soi-même soninké né en France. Voilà, on est vraiment dans une toute autre génération qui est nouvelle. Je ne désespère pas qu'il y ait un jour quelqu'un qui puisse s'inscrire dans ce projet, ou alors peut-être quand j'aurai un peu plus de temps, reprendre en fait cette recherche peut-être là où elle s'était arrêtée, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'on puisse dire sur la trajectoire migratoire de cette population aujourd'hui. Donc on fait un appel, donc s'il y a des chercheurs qui nous voient et qui veulent continuer le travail qui a été commencé par Monsieur Timéra, vous êtes les bienvenus. Du coup, Monsieur Timéra, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pour cet entretien qui a été très riche. J'espère que ça vous a plu. Donc, on espère vous revoir une prochaine fois pour d'autres sujets. On invitera également d'autres personnes sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas également à commenter si vous avez des sujets que vous souhaitez voir abordés. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux. Merci à tous.